Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'application des techniques de clustering sur des graphes. Voilà. Donc, je montre ici très rapidement pour que ce soit concret, hein, parce que sinon, on va se dire, oh là là, de quoi il parle? Voilà, on a un graphe ici qui montre des relations des personnes. Par exemple, là, on a les sommets du graphe, là, c'est des différentes personnes. Voilà. Et quand il y a une relation, quand les deux personnes sont en relation, par exemple, ils sont amis, par exemple, ou bien ils s'apprécient, par exemple, voilà, ben, les sommets sont connectés. Voilà. Alors on a un graphe qui est non orienté ici, hein. Alors l'idée c'est de voir les groupes d'amis, c'est ça l'idée, hein, de voir les groupes de personnes qui sont en relation et obtenir ce type de résultat, hein. Alors là visuellement on le voit, mais par le calcul c'est autre chose, hein. Ça je le dis souvent aux étudiants, l'intérêt de faire des graphiques souvent c'est que nous avec notre vision on perçoit beaucoup de choses et que le calcul doit pouvoir discerner ça, hein, c'est ça l'idée ici. Alors nous, l'objectif c'est quoi? C'est d'obtenir une partition. Voilà, il faut définir déjà le nombre de groupes, hein. Voilà, là en l'occurrence ce serait deux. Voilà, la partition qui permet de savoir les groupes d'amis, des personnes qui sont en forte connexion entre eux. Voilà, et dans ces groupes d'amis là, de voir le médoïde, la personne de référence, si vous voulez, celui qui est le plus copain avec l'ensemble de ses amis, hein. Là, en l'occurrence, ce serait Cam ici, et là, c'est Fume. Voilà, très bien. La notion de médoïde, on verra ce que c'est tout à l'heure. C'est pas la même chose qu'un barycentre. Un barycentre, c'est une valeur synthétique, hein, c'est une description synthétique en réalité. Alors qu'un médoïde, on peut imaginer qu'il est proche de barycentre, mais c'est un vrai individu qui existe réellement dans la base. C'est ça la différence. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. On a un graphe, on va essayer de voir si on arrive à trouver une partition dans les graphes. Alors, il y a des applications pour ça. Il y a dans la recherche des communautés dans les réseaux sociaux. C'est un cours que je fais à l'université. Donc, je montre ici, hein. Voilà, c'est un cours que je fais par ailleurs à l'université. Donc, mes suites des supports de cours est là. Voilà, et le cours, il est là. Alors, généralement, les étudiants pensent que comme on est sur des données non conventionnelles, voilà, on applique des techniques spécifiques. C'est ça l'idée des étudiants. Souvent, ils ont cette idée-là, c'est que, oulala, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, ça, c'est des données qui sont non conventionnelles. Voilà, là, c'est un graphe, c'est pas un tableau individu variable comme on a l'habitude de manipuler. Donc, forcément, c'est des techniques spécifiques. Et moi, j'arrête pas de le dire que oui et non. Oui, effectivement, dans certaines situations ou pour certains types de données, on peut développer des techniques spécifiques. C'est ce que je montre dans ce cours-ci, justement. Mais aussi, il se peut qu'on puisse utiliser également des techniques très classiques, mais c'est à nous de préparer les données, de les transformer pour qu'on puisse appliquer ces techniques-là. C'est ça l'enjeu. Et ça, les étudiants ne l'entendent pas souvent, hein. Dès que les données sont un peu bizarres, ça veut dire que c'est des techniques spécifiques. Eh ben non, on a des données qui se présentent de manière pas conventionnelle, bah, en réalité, on peut utiliser des techniques simples, qu'on connaît bien, hein, CAH, Camins, ainsi de suite, pourvu que on transforme correctement les données, sans perdre d'information si possible. Voilà. Très bien. Alors, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps, hein. J'avais fait une vidéo récemment, la dernière que j'ai faite, où je montre qu'on peut appliquer des Camins pour du traitement d'images, pour de la segmentation d'images. Voilà. Donc on voit bien en réalité que quand on lit la vidéo, quand on regarde la vidéo, on se rend compte en réalité que effectivement un Camille standard peut s'appliquer pour la segmentation d'image, pourvu que on réorganise correctement les pixels. C'est ça l'idée. Ben là c'est pareil. On peut appliquer des techniques standards de clustering. On va utiliser la CAH, la classification ascendante hiérarchique, hein, sur des graphes, sur des données graphes, pourvu que on sache transformer correctement les données. Et à partir de là, on applique des techniques et on obtient ce type de résultat. Alors, sur le site des tutoriels, sur le site de tutoriels, voilà, je mets l'URL là, hein, j'avais déjà abordé ces questions-là à différentes époques, hein. Là, j'utilise le positionnement donc multidimensionnel, c'est une autre affaire. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais bon, on peut l'utiliser pour la découverte des communautés, hein, voilà. Alors, il y a aussi un autre tutoriel où cette fois-ci, je montre les outils spécifiques d'un package de Python. C'est graph. Là également, c'est sous Python, hein. Là également, c'est sous Python. Voilà. Mais je travaille via le positionnement donc multidimensionnel. Là, en revanche, j'utilise les outils spécifiques pour la découverte de communautés, hein, du package iGraph. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement, on va utiliser iGraph. On va utiliser iGraph, voilà, mais uniquement pour les représentations graphiques.
En revanche, on va utiliser des techniques simples pour essayer de découvrir les communautés dans le graphe. Voilà, c'est ça l'idée. Tout simplement en faisant de la transformation de variables. Alors, comment on peut faire ça? Je reviens dans le cours ici. En réalité, il faut déjà savoir quel type de graphe on manipule. Ça, dans le cours que j'ai là, je montre ça page 6. On a ce qu'on appelle donc la matrice d'adjacence. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On a tout simplement une matrice où on a 0 quand les individus ne sont pas en connexion et on met 1 quand les individus sont connectés. Donc soit connectés, soit amis, soit ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Et du coup, on a ce graphe-là, on a un graphe qui est non orienté, et c'est un graphe également qui est connexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un individu qui se promène tout seul. On est d'accord là-dessus. Alors, la connexion d'un individu avec lui-même, par convention, on dit que c'est 0. Voilà, parce que c'est lui-même, donc voilà. Très bien. C'est ça l'idée. Donc, déjà, il y a un premier élément important. Ça, c'est le graphe. C'est ce qu'on voit visuellement. En réalité, derrière le graphe, il y a toujours un tableau de données. Toujours. De toute manière, s'il n'y a pas de tableau de données, on ne peut rien faire, hein. La data, si on veut manipuler la data, forcément, il faut des données quelque part. On est d'accord là-dessus. Donc, la représentation du graphe, là, on peut l'avoir via la matrice d'adjacence qui est là. Un tableau de 0,1. Alors, c'est un cas possible, mais vous imaginez bien également que on peut avoir d'autres types de graphes. On peut avoir un graphe qui est orienté. Par exemple, il y a Paul qui aime Jacques, mais Jacques n'aime pas Paul, ou bien Pierre et je sais pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ou bien on peut aussi avoir un graphe qui est évalué. C'est-à-dire que Paul aime beaucoup Jacques, mais Jacques, il aime un peu Paul seulement. Ainsi de suite. Vous avez bien vu, hein? Donc effectivement, on a différents types de configurations possibles. Là, je me place dans un cadre ici, qui est celui-là. Ça, c'est toujours les questions qu'il faut se poser. Il y a souvent des étudiants qui me posent des questions en me disant comment on utilise telle méthode. Comment on utilise telle méthode, mais des fois des méthodes que je connais pas, hein, je peux pas tout connaître, hein. Voilà. Et moi, la question que je lui dis, mais tu veux faire quoi? Et comment se présentent tes données? Et à partir de là, je peux répondre, je peux discuter. Mais tant que je ne sais pas ce que tu veux faire et je ne sais pas comment se présentent des données, ne me parle pas de méthode parce que en réalité, je ne sais pas du tout ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Donc c'est les finalités et les données qui importent. Après, la méthode qu'on veut utiliser, c'est à nous de choisir la méthode la plus appropriée ou bien de transformer les données pour pouvoir utiliser telle ou telle méthode. C'est vraiment le message fort, hein, que je veux partager dans cette vidéo. Très bien. Alors là, en l'occurrence, voilà, on a une matrice de connexion entre les individus. On va essayer de transformer ça en une matrice de distance. Alors, il y a différentes manières possibles. Il y en a une page 17 que j'explique dans le cours. J'ai un peu révisé, donc c'est pour ça que je connais par cœur les pages. Je ne connais pas par cœur toutes les pages de mes cours, hein. Voilà. Il y a différentes mesures de similarité qu'on peut définir, qu'on peut transformer en distance après, hein. Voilà. Il y a entre autres la similarité cosinus. Alors, comment est définie la similarité cosinus, ici en l'occurrence? C'est le nombre de voisins en commun entre deux individus qui est relativisé par le nombre total de voisinages qu'ils ont, tous les deux. Voilà. Donc, deux individus ont une forte proximité s'ils ont les mêmes voisins et ils ont peu de voisins par ailleurs. C'est ça l'idée. Et ils n'ont pas une forte similarité, ils n'ont pas une forte proximité, s'ils ont très peu de voisins en commun, ou pas du tout d'ailleurs, hein, s'ils ont peu de voisins en commun, et que par ailleurs, chacun a beaucoup de voisins par ailleurs. Voilà. S'ils n'ont pas de voisins en commun, la similarité est égale à 0. On est d'accord là-dessus. Et du coup, donc cette quantité-là, on voit bien qu'elle varie entre 0 et 1, hein, on est d'accord là-dessus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir une distance, je mets 1 moins cosinus, tout simplement. Et j'obtiens une distance. Voilà. Du coup, j'ai la matrice d'adjacence qui représente le graphe, voilà, et je transforme la matrice d'adjacence en une matrice de distance. Et si j'ai une matrice de distance, je peux appliquer la CAH. C'est ça la fête. C'est ça l'idée. Si vous avez ça en tête, vous en sortez tout le temps, hein. C'est toujours ça, hein. C'est qu'est-ce que je veux faire? Ensuite, comment se présentent les données? Soit une réponse simple, c'est quelle est la technique la plus appropriée? Ou bien, je vais comment je transforme les données pour pouvoir utiliser telle technique. C'est ça les différents points de vue. Bon, une fois ce préambule fait, voilà, je vais utiliser le tableau de données qui est là. Alors c'est un tableau de données que j'avais utilisé par ailleurs, hein, dans un des tutoriels, là, je crois que c'était celui-là. Voilà. Je l'ai transformé pour avoir une matrice d'adjacence. Là, c'est une matrice de distance en l'occurrence, hein, voilà, et je l'ai transformé pour avoir une matrice d'adjacence tout simplement. Voilà, c'est ce que je fais ici. Voilà.
Voilà, et on voit bien que la diagonale, c'est 0. Voilà, et on a des 1 et le tableau est symétrique. Voilà, on se place dans ce cadre-là. On se place dans ce cadre-là ici. Bien. Alors, comment essayer de trouver, déjà, un, comment représenter le graphe, et ensuite, deux, comment on va trouver les fameuses communautés, les groupes de personnes qui sont fortement reliés entre eux. C'est ça l'idée. Alors, ce tableau-là, je l'ai trouvé dans un livre, voilà, qui est celui-là, qui malheureusement n'est plus disponible. C'est un livre excellent. Il y a quelques livres que moi j'ai beaucoup aimés quand j'étais étudiant, qui m'ont beaucoup appris. Il y a les livres de Gilbert Saporta, l'édition de 90, mon Dieu, excellentissime. Il y a les livres de Lebar, Morino et Piron également, de 95, que j'ai beaucoup lu en long, là j'en travaille. Et il y a aussi un livre que moi j'ai aimé, c'est ce livre-là que j'ai peu vu par ailleurs, mais qui est vraiment excellent. Qui est vraiment excellent et dans lequel on parle déjà de découverte des communautés dans les réseaux sociaux. On parle déjà des réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, hein. C'est un livre de 82. Il n'est pas écrit là, hein. Mais c'est un livre de 82, de 1982. Oh, on n'a pas la date. C'est très dommage, ça. Ah, 85 ici. Bon, la version que moi j'ai, qui est là, bon, voilà, voilà, elle est de 80. On voit pas très bien. Ah ben voilà, elle est de 82. Voilà. Très bien. Et donc, à cette époque-là, déjà, il parlait de découverte des communautés, enfin, de traitement des réseaux sociaux, alors qu'il n'y avait pas il y avait pas Facebook, il n'y avait pas, bah oui, parce qu'on vit en société, il y a toujours des groupements sociaux, en réalité, n'importe où on va, hein. Vous allez dans un club de foot, il y a des réseaux sociaux, il y a des différentes personnes qui sont en relation entre eux, voilà, par affinité, parce que, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un livre excellent, malheureusement il n'est plus disponible, c'est très très dommage, mais c'est un des livres que j'ai beaucoup utilisé moi-même quand j'avais besoin de comprendre ce que c'est que l'analyse des données, hein. Voilà, c'est vraiment un élément important. Alors, une fois que c'est fait ça, alors, du coup, j'ai préparé, donc je vais fermer le tableau, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il soit verrouillé quand je vais le charger. Voilà, j'ai préparé, comme d'habitude, hein, j'ai préparé mon petit notebook. Alors là, pour le coup, je vais faire une petite parenthèse. On doit utiliser un package, voilà, spécifiquement, voilà, c'est le package iGraph. En réalité, il nous sert uniquement pour les graphiques, tout simplement. Donc voilà. Mais bon, comme c'est quand même plus sympa d'avoir la vision du graphe et de voir les groupes qui se forment, voilà, donc j'étais obligé de l'importer. Néanmoins, il est de manipulation délicate. Je vous conseille de créer tout le temps de créer un environnement, hein. Vous créez un environnement, voilà, et vous alors moi j'utilise des environnements Anaconda, hein, voilà, et dans cet environnement-là, vous installez le package, il y a iGraph installé et il y a Picairo. Sinon, il n'arrive pas à faire les graphiques correctement, hein. Voilà. Donc j'ai préparé également ici. Voilà, très bien, je le mets là. Voilà, l'environnement que je mettrai en ligne moi-même, hein. Donc moi, je suis sur Anaconda, hein. J'ai créé un environnement que j'ai appelé EnviGraph. Et principalement, il y a différents packages à installer, Matplotlib, SciPy, NumPy, voilà. Et ensuite, Scikit-learn également, parce qu'on en aura besoin pour calculer la matrice des distances cosinus. Voilà. Et notamment, j'ai installé également Python iGraph. Il est où là? Ah, j'en avais besoin de celle-là. Et j'avais besoin de Picaro. Voilà. Sinon, vous n'avez pas de représentation graphique. On peut faire tous les calculs en réalité, hein. Voilà. Mais bon, sans représentation graphique, ici, ça perd de tout son charme. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Très bien, vous avez vu également. Et j'ai utilisé Python 3.9, moi, qui est la version totalement stable. Donc, je sais que c'est sécurisé. Donc, dans mon notebook, là, sous Visual Studio Code, vous avez bien vu, hein, je suis sur l'environnement que j'ai créé. Sinon, ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite, hein. Donc, créez un environnement et vous installez dedans la liste des packages qui sont là, hein. Mais bon, scikit-learn, matplotlib, ensuite iGraph et Picairo. Avec ça, déjà, vous pouvez fonctionner sans problème. Mais c'est SciPy aussi, SciPy. Allons-y alors. Donc, je charge les données là. Voilà le tableau de données. Et on a bien ici. Donc, Ben, ça doit être Benoît. Bess, je sais pas, c'est Bestran. Je sais pas. Bou, c'est Boubou. Voilà, Bru, c'est, je sais pas, ainsi de suite. Voilà, c'est des. Très bien. Une fois qu'on a ça, très bien, on a bien le tableau de 0, 1, ainsi de suite. Alors, je la transforme en une matrice NumPy. Plus facile à manipuler. Là, on a un data frame Panda là, hein. Je la transforme en une matrice NumPy. Voilà.
Et on a bien 0, 1 ici, on n'a plus les étiquettes, hein, parce qu'il gère pas ça, NumPy, on est d'accord là-dessus, hein, c'est Panda qui gère les étiquettes. Là, c'est index, et là, c'est les colonnes, les noms des colonnes, on est d'accord là-dessus. Très bien, j'affiche les dimensions, c'est une matrice 25-25. Oui, forcément, c'est une matrice carrée, hein. Très bien, et j'affiche le nombre de connexions, le nombre de 1 si vous voulez, et je divise par 2 parce que la matrice est symétrique, hein. Voilà, très bien, donc il y en a 85. Le nombre de connexions possibles, vous pouvez le calculer. On est d'accord là-dessus, hein. Vous avez la dimension de la matrice, vous pouvez le calculer, le nombre de connexions possibles. Ah, bah ça, tiens, en TD, je vais l'introduire au moment ou un autre. Ça, c'est une question qui me paraît intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais essayer de visualiser le graphe que j'ai montré tout à l'heure. Donc, j'avais installé iGraph dans mon environnement, hein, et la version que moi j'utilise, c'est la 0.10.4. Très bien. Et donc, je crée la structure de graphe. Voilà. Très bien, donc voilà. Alors, par exemple, donc le voisin de l'individu 0, qui était Ben, hein, rappelez-vous, hein, c'est 2, 8, 12, 22. Alors, on regarde bien, hein. Effectivement, Ben, 0, 1, 2, voilà, 8, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, on voit bien ici, hein, voilà. Et ensuite, les copains ou les personnes en connexion de l'individu numéro 1, c'est l'individu 3, 4, 5, ainsi de suite. Voilà, donc on a sous forme de liste ici, hein, les amis de chaque personne. Très bien. Alors, pour pouvoir mettre les noms des personnes sur le graphe, hein, pour que ça apparaisse là, hein, sinon on a un graphe avec uniquement des ronds et des traits, on n'arrive pas à savoir qui est qui. Voilà, il faut qu'on rajoute des labels, hein. Donc il y a une propriété du graphe là, voilà, c'est VS avec le label, et je mets les noms des colonnes. Les noms des colonnes, c'est le nom des individus. Les noms des colonnes, c'est ça. On est d'accord, hein? C'est ça les noms des colonnes. D'accord? Voilà. Donc, je les mets en label du graphe. Voilà. Maintenant, dans le label du graphe, on a bien les différents noms des personnes. Et du coup, je peux afficher le graphique. Et on a le graphe qui est là. Très bien. Alors bon, donc je fais un iGraph plot du graphique, de la structure graphe que j'ai créée tout à l'heure, hein, que j'ai créée ici. Voilà. Adjacency, matrice d'adjacence. Voilà. Alors, bah, tiens, 2 secondes, hein. Là, dans graphe, voilà, tout simplement, j'ai créé une matrice d'adjacence avec la matrice des données, tout simplement la matrice des 0, 1, et je lui ai dit que c'est un graphe qui est non orienté. Voilà ce que je suis en train de dire, hein. On est d'accord là-dessus, hein. Donc là, j'ai créé un graphe d'adjacence, une matrice d'adjacence, voilà, avec la matrice des données 0, 1, voilà, et je suis en train de dire que c'est un graphe qui est non orienté. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis passé vite, je me suis rendu compte en regardant le graphique en bas que je n'avais pas dit ça. Donc, c'est là qu'on a la liste des différents voisins, et du coup, on peut l'afficher ici avec les étiquettes, les labels que j'ai mis là. Voilà, on a bien ici les noms. Alors bon, nous, visuellement, voilà, on commence à voir, hein, les structures ici. Voilà, mais est-ce qu'il va le trouver par le calcul? Quel calcul d'ailleurs? Voilà. Alors, pour déconfire les communautés, déjà, on va transformer la matrice d'adjacence en une matrice de distance, en utilisant cet artifice, voilà, en passant par ces mesures-là, hein. Donc, nous, on va utiliser la similarité cosinus, et donc, par là, la distance cosinus, 1 moins similarité cosinus. Voilà ce qu'on va faire. Alors, j'aurais pu écrire une fonction pour ça, mais je me suis rendu compte que dans scikit-learn, voilà, dans scikit-learn, il y a cosine distance. Voilà, qui permet de calculer la distance directement. Ah ben, pourquoi s'embêter? Le plus important, c'est de savoir ce qu'il fait. Parce que dans différentes librairies, il y a la fonction cosine, hein. Mais attention, est-ce qu'il fait vraiment ce qu'on demande? Ben, c'est à vous de lire la doc. Il faut vraiment lire la doc. Il y a dans une librairie très célèbre, il y a une fonction cosine. Si vous regardez, c'est pas du tout ce qu'on demande de faire qu'il fait, hein. C'est le cosinus autre chose qu'il est en train de faire, celui qui est trigonométrique. Là, c'est pas l'occurrence. Là, c'est une distance cosinus, hein, en analyse des données. C'est ça qu'on veut utiliser. Alors, du coup, boum, très bien, donc on a la matrice des distances cosinus ici, et effectivement, la distance d'un individu avec lui-même égale à 0. On a la diagonale égale à 0 ici. Heureusement, hein, sinon on a un vrai problème pour le coup. Une fois que c'est là ça, donc je vérifie si c'est bien une matrice de distance. Alors rappelez-vous une distance. Une distance, c'est que la distance d'un objet avec lui-même, c'est nul. Les distances sont toutes positives ou nulles déjà. Voilà. Ensuite, la distance d'un objet avec lui-même est nulle. Voilà. Ensuite, la distance est symétrique. Voilà. Et enfin, on a donc l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que la distance directe entre deux objets sera toujours plus petite que si on passe par un troisième objet. Sauf si les objets sont alignés. C'est ça l'inégalité triangulaire, hein.
Voilà. Il faut avoir en idée ça. Donc, je vérifie ici, c'est par pur correctri, hein. Je sais très bien que la distance cosinus est une distance, hein, à la propriété d'une distance. Mais bon, comme j'ai un outil qui permet de vérifier, je vais pas m'en embêter. Donc, je suis allé dans SciPy, voilà, un outil qui permet de savoir si la distance, si la matrice est vraiment une matrice de distance, si elle est valide, hein. Donc, je prends D ici qui a été créé, voilà, distance cosinus, et je vérifie si elle est valide et il me dit true, hein. Donc, ça veut dire que c'est vrai, hein, c'est bien une matrice de distance qu'on a. Il a vérifié les propriétés de distance, les propriétés que j'avais énumérées tout à l'heure. Nickel, bah, très bien. Comme j'ai une matrice de distance, qu'est-ce qui se passe alors? Bah, je peux appliquer la CAH tout simplement. Donc, pour qu'on puisse utiliser la CAH de SciPy, rappelez-vous, il faut qu'on prenne comme la matrice est symétrique et que la diagonale est égale à 0, voilà, il n'a besoin que de la partie triangulaire supérieure. Donc, c'est ce qu'on fait ici, hein. Voilà, très bien. Et on voit bien, hein, il prend que la partie triangulaire supérieure, donc il ignore la partie inférieure, il ignore la diagonale qui est tout le temps égale à 0. Il prend le 1, là, vous avez vu, le 0,79, le 0,85, voilà, le 1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de données redondantes, tout simplement. Une fois qu'il a ça, voilà, je fais la CAH, donc j'applique la méthode de Ward, tout simplement, et j'affiche le dendrogramme, hein. Vous avez vu, hein, j'applique cette méthode de Ward ici, et j'affiche le dendrogramme. Donc c'est ce que je fais ici, voilà, très bien. Et une fois qu'on a ça, voilà, du coup, on peut essayer de voir le nombre de groupes. Alors là, ici, en l'occurrence, il y a différentes positions possibles. Je vais opter pour deux groupes, qui paraît très évident ici. Mais il faut se méfier, c'est ça, hein. Dans la CAH, souvent, les solutions en deux groupes paraissent tout le temps très évidentes, hein. Voilà. Mais bon, vu que j'avais vu le graphe au-dessus, là, dans le dendrogramme, là, coupé ici pour avoir coupé là, pour avoir d'un côté ça, d'un côté, et ça de l'autre, hein, si je coupe à cet endroit-là, ça me paraît tout à fait légitime. Donc, c'est ce que je fais ici. Boum, voilà, très bien. Et il m'a dit, voilà le groupe des verts, qui n'a rien à voir avec le foot, hein, et voilà le groupe des oranges, qui n'a rien à voir avec le foot également. Très bien. Donc, dans le groupe des verts, j'ai L, je sais pas ce que c'est L, et voilà, Cam, Lan, Bar, Bru, Vert, ainsi de suite, hein. Véronique, par exemple, ou Frey, je sais pas, Diff, Ross, ainsi de suite. Très bien. Et voilà le groupe. On a bien deux groupes. Voilà ce qu'il y a dans le dendrogramme. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on le voit dans le graphe, ça, hein. Il faut qu'on voit ça dans le graphe. Très bien. Donc, je vais couper en deux groupes et du coup, à chaque individu est associé son numéro de groupe, un ou deux. Voilà. D'ailleurs, je compte le nombre d'individus dans les groupes, hein. Voilà. On a bien deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Dans le groupe 1, il y a 12 individus et dans le groupe 2, il y a 13 individus. Voilà. Très bien. Donc, on a à chaque individu, on lui a attribué son numéro de groupe. Voilà ce qu'on a fait. Une fois qu'on a fait ça, alors, bah, du coup, je vais reprendre le graphe ci-dessus, là. Voilà. Et je vais créer deux jeux de couleurs. Ensuite, je vais passer en revue les individus. Et pour les individus du groupe 1, voilà, parce qu'on a un puits unique de groupe, c'est soit 1, soit 2, hein, voilà, on mettra une des couleurs. Et pour les individus du groupe 2, on mettra l'autre jeu de couleurs, les couleurs qui sont là. Voilà. Et du coup, je réaffiche le graphe avec des couleurs qui correspondent à leur groupe d'appartenance. Voilà, c'est ce que je fais ici. Et voilà. Très bien. Bon, les choix des couleurs, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je me suis amusé ici parce que bon, ça, je passe beaucoup de temps à choisir les couleurs, mais l'important, c'est qu'on voit bien ici les communautés. Et on voit bien ici une première communauté, donc les individus qui sont fortement connectés entre eux, mais en réalité, c'est les individus où il y a une faible distance entre eux. C'est ça, vrai. Enfin, calculatoirement, c'est ça. Dans l'esprit, effectivement, c'est les individus qui sont connectés entre eux dans le graphe social, mais en réalité, mathématiquement, c'est tout simplement ceux qui ont une faible distance entre eux, hein, via la distance cosinus. C'est ça qui est mathématiquement. Très bien, donc on voit bien cette première communauté-là, et on a la deuxième communauté qui est là, et effectivement, elles paraissent bien séparées. Autre élément important, c'est de voir justement les individus centraux, hein, voilà. Alors on pourrait calculer un barycentre, mais encore une fois, c'est ce que je dis aux étudiants, le barycentre, c'est un individu synthétique qui n'existe pas, toujours, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, il y a une notion qu'on voit souvent en clustering, c'est la notion de parangon. Parangon, c'est les individus qui sont proches du barycentre. Mais en réalité, on peut voir aussi d'autres manières, c'est la notion de médoïde. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médoïde? C'est ce que j'ai mis la définition là, toujours mieux une définition, hein, sur Wikipédia. J'ai trouvé, en fait, dans un groupe, c'est l'individu qui est le plus proche de l'ensemble des autres individus du même groupe. Voilà.
calculatoirement, ça veut dire quoi? C'est qu'on va calculer tout simplement la somme des dissimilarités avec les autres objets et on prend celui qui présente la valeur minimum de cette somme-là. Ah mais attends, ça on le fait sans problème, ça. Je te le fais sans problème sous Python. Allons-y alors. Pour voir en réalité les individus centraux, voilà, qu'on peut voir peut-être comme des influenceurs. S'ils sont copains avec tout le monde du groupe, c'est-à-dire qu'il faut parler avec celui-là et on peut atteindre les différentes personnes du groupe. On peut le voir comme ça, hein. Alors, voir ces fameux médoïdes, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je retransforme donc la matrice de distance en data frame. Pourquoi? Parce que je veux accéder à ces étiquettes-là. Voilà, pour pouvoir voir les fameux médoïdes. Donc c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc là, j'ai la matrice de distance cosinus avec les étiquettes ici. Là, les index, là, les colonnes. Très bien. Ensuite, je fais quoi? Très bien. Admettons que je veux récupérer donc les individus du premier groupe, du groupe numéro un. Donc, je fais le calcul à la main ici, parce que après, je vais faire une boucle pour les différents groupes et là, elle peut paraître extrêmement nébuleuse, obscure, enfin, totalement abscon, hein. Donc, c'est pour ça que je le détaille ici. Si, par exemple, je m'intéresse au groupe numéro un, qu'est-ce qui se passe? Je fais un numpyware pour voir les numéros d'individus, des individus du groupe numéro un. C'est ce que je fais ici. Voilà. En fait, on a un tuple de tuples. C'est pour ça que je récupère que la première valeur, qui est ce vecteur-ci. Donc, dans le groupe numéro un, on a l'individu 0, l'individu 2, l'individu 8, l'individu 9, ainsi de suite. Très bien. Du coup, je vais créer le sous-data frame correspondant à ces individus-là. Voilà. Donc, j'ai la matrice de distance, voilà, avec les individus du groupe 1. Voilà, il y a Ben, il y a Boo, il y a Lex, il y a Mar, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Avec la matrice de distance. Qu'est-ce qui se passe alors? Je vais faire la somme des distances en ligne et je vais identifier le minimum. Voilà ce que je vais faire, hein. C'est exactement la définition qui est donnée là, hein. Somme des dissimilarités et ensuite on va chercher le minimum. Très bien. Moi, je te le fais, ça, hein. Donc, je calcule la somme. Voilà. Donc, la somme donc, de Ben avec les autres, c'est 7. Et la somme d'avec. Enfin, ici, j'enlève pas la diagonale parce qu'elle est égale à 0 de toute manière. Et comme je fais une somme, le 0 compte pas. Donc, pas besoin d'enlever la diagonale ici, hein. On est d'accord là-dessus. Donc, la somme de distance de Ben des individus du même groupe que lui, c'est 7. De bout, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on se rend compte que l'individu le plus proche des autres, c'est l'individu fume. Fume, je sais pas, fumaroli, je sais pas, qu'est-ce que c'est que fume. Très bien. Du coup, dans ce vecteur-là, je vais chercher le minimum et je vais récupérer son index pour avoir le fameux non-fume. Voilà. Donc, c'est le numéro 8, hein, si vous comptez 0, 1, 2, ça c'est le huitième élément, à partir des 0 ici, on est d'accord, hein. Très bien. Et ensuite, on récupère son index, voilà, et c'est bien fume. Très bien. Alors là, j'ai montré le détail de calcul pour un groupe, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va le faire sur l'ensemble des groupes. Donc, je l'ai mis dans une boucle pour l'ensemble des groupes. Alors, moi, j'ai que deux groupes, j'aurais pu faire un copier-coller. On est d'accord là-dessus. Mais par exemple, si vous avez quatre groupes, c'est quand même mieux de passer par une boucle. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc voilà, je fais une liste pour les médoïdes, pour avoir les noms d'individus qui correspondent à des médoïdes. Voilà, pour le groupe 1, ainsi de suite. Et j'ai fait la section de calcul et je mets dans la liste ici. Et voilà, donc dans le groupe 1, voilà, on a fait les calculs. Dans le groupe 2, il a fait les calculs. Et au final, c'est FUM qui est le plus proche des autres dans le groupe 1 et c'est CAM qui est le plus proche des autres dans le groupe 2. Hein, CAM, il est là. Voilà. Vous avez le détail là, hein. Quand vous lancez ça, vous pouvez avoir le détail en cliquant ici. Je ne le fais pas, hein, parce que je fais quand même. Voilà, là, vous avez des détails de calcul. Effectivement, la valeur la plus faible, là, elle est là, 5,28. Hein, très bien. Très bien. Une fois que c'est ça, alors, du coup, voilà, je vais mettre une couleur particulière dans son groupe, voilà, pour chaque médoïde. Là, pour le premier groupe, là, pour le deuxième groupe. Et d'accord là-dessus, hein. Fume et cam. Très bien. Ici, je récupère l'index dans le tableau initial, tout simplement, hein, pour qu'on mette bien sur le bon numéro d'individu dans le graphe. C'est ce que je fais ici. Une première couleur pour le groupe 1, une deuxième couleur pour le deuxième groupe. Voilà. Et je raffiche de nouveau le graphique. Le graphe. Et voilà, on voit bien Fume qui est là, au milieu des siens, et on voit bien Cam qui est là, au milieu des siens. Hum, hum. Et ça marche très bien. Quel est le principal message ici? Donc, les techniques de clustering, généralement, on les applique sur des tableaux individus variables, ou parfois sur des matrices de distance. Très bien. En réalité, on peut l'appliquer sur d'autres types de données. On avait vu la dernière fois sur des images, on le voit ici dans un graphe.
Le principal enjeu, toujours dans ce genre de cas-là, on a des techniques qui semblent simples, hein. Les étudiants pensent souvent que Camins et CAH, c'est des techniques très bêtes, très simples, qu'on enseigne en DUT, que ça va pas plus loin que ça. Et moi, je leur dis, mais en fait, les champs d'application sont énormes. Le plus important pour nous, c'est de savoir comment on va tourner les données pour pouvoir les appliquer en réalité. Et là, en l'occurrence, dans cette vidéo aussi, on voit bien que à la base, j'ai un graphe. Donc, il faudrait créer peut-être des techniques spécifiques qui existent d'ailleurs. Voilà. Mais ce que je dis également, c'est qu'on peut transformer les données et appliquer les techniques relativement simples, hein, Camins et CH. Et tout l'enjeu, c'est comment transformer correctement les données pour pouvoir les appliquer et obtenir les résultats souhaités, hein. Voilà le principal message de cette vidéo. Alors, dans nos TD, là, je ne sais pas comment je vais insérer ça. Nos notes, elles sont remplies comme un œuf, nos TD, mais il faut que j'arrive à trouver ça. Le traitement d'image, j'aimerais qu'on le voit un peu. Voilà, et là également, le traitement des données graphes, ça me paraît important également. De toute manière, je le fais en Master 2, hein. Je le fais en Master 2, ce cours-là, par ailleurs. Mais en Master 2, en réalité, je mets le focus sur les techniques simples pour trouver des communautés, mais je mets aussi beaucoup le focus sur les techniques sophistiques qui sont dédiées, hein, pour le traitement directement des graphes, hein. Voilà, pour qu'on ait ce double panel, ça. Alors que le principal message ici, c'est qu'on peut appliquer les techniques simples si on prépare correctement les données. Voilà, bah, excellent travail à tous.